Je me présente, donc j'ai 42 ans, je suis marié avec 3 enfants, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour vous dire qu'avec mon épouse, on a suivi 3 séries d'échographies de grossesse. Donc j'ai un côté praticien, j'ai un côté aussi où j'ai subi les médecins sur ce sujet-là. Donc j'ai fait ma formation entre Marseille, Lyon et Montréal, je suis radiologue hospitalier universitaire. J'ai 2 orientations dans ma pratique, l'imagerie prénatale et l'imagerie post-mortem. Donc ça me vaut beaucoup les railleries de mes collègues, que donc moi ce qui m'intéresse c'est avant la naissance et après la mort. Chacun ses névroses et ses inquiétudes. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux ont le domaine du virtuel en commun, puisque en post-mortem, on appelle ça l'autopsie virtuelle. Donc vous voyez que c'est une thématique qui me travaille quelque part. Donc je fais de l'échographie de grossesse, je fais du dépistage, donc patiente tout venant, grossesse sans problème, et puis du diagnostic, patiente qui est adressée pour suspicion de malformation. Les conditions sont notamment psychologiques sont bien sûr pas du tout les mêmes. Et puis je fais aussi de l'imagerie complémentaire, IRM, scanner, vous avez une image d'IRM ici. Et puis l'imagerie post-mortem, voilà, c'est ce qu'on appelle l'autopsie virtuelle. On a une spécialisation un peu à Marseille, puisque malheureusement on a beaucoup de règlements de compte. Donc on a beaucoup de patients. Donc le matin j'allume la radio et je sais si j'aurai un patient sur la table de scan dans l'heure qui suit. Et ça marche. Donc que fait un radiologue en thèse d'éthique? Attendez, excusez-moi, je croyais qu'il y avait un souci peut-être. Habituellement, les radiologues ils font des thèses de sciences très fondamentales, ils vont faire de la micro-IRM sur la souris, etc. Je n'avais pas du tout envie de ça. Donc j'ai pris dans les équipes d'accueil sur le site de la fac, j'ai vu qu'il y avait une équipe en éthique. Donc je suis allé taper à la porte. J'ai été accueilli par Pierre Lecoz et Jean-François Mattei, avec beaucoup de bienveillance. Donc je me suis lancé là-dedans avec eux. Et il y avait des questions qui m'interrogeaient, qui étaient notamment la place croissante de l'imagerie fœtale en particulier. Et puis cette notion de choix éclairé de l'interruption médicale de grossesse qui m'a toujours bouleversé dès le début, parce que je ne vois pas comment on peut prendre une décision d'interrompre une grossesse. Il y a un truc dans une espèce d'oxymore dans décision et interrompre une grossesse, ça me perturbait. Et puis beaucoup de rencontres, Antoine Paillot à Montréal, Pierre Lecoz, Jean-François Mattei, Nicole Philippe, Florence Tric qui est psychologue, et puis Sébastien Tassi qui est un ami et chercheur en neurosciences. Donc tout ça s'est fait aussi par des rencontres qui m'ont permis de faire une thèse de sciences en éthique sur l'interruption médicale de grossesse, et notamment quel est le point de vue des soignants sur la façon dont se prennent les décisions et le rôle respectif des couples et des soignants. Il y avait ce discours officiel qui était nous on informe et ce sont les gens qui décident. Et moi j'avais l'impression de ce que je voyais quand j'étais interne et puis fellow que quand même on les incitait, quand même on orientait le conseil et que finalement donc on a exploré ces données-là. Pour conclure notamment des choses intéressantes, qui est qu'on a posé la question d'un point de vue éthique, peut-on avoir des attitudes différentes envers un fœtus de 39 semaines et un nouveau-né? La moitié des gens répondent non. Les gens, c'était 500 personnes, uniquement des gens travaillant dans les CPDPN en France, donc vraiment des praticiens spécialisés de ça. Donc la moitié répondent qu'on ne peut pas avoir des attitudes différentes. En pratique, on a des attitudes très différentes, puisqu'on a le droit de faire un féticide, et bien sûr on n'a pas le droit de faire un néonaticide. C'est la théorie se confronte à la pratique, à la pratique, et d'un point de vue éthique, il y a une différence entre IMG tardive et érection antérieure néonatale. Là aussi, non pour 40% des gens. Encore une fois, en pratique, bien sûr, c'est très différent. Et finalement, on a demandé quel rôle pensez-vous avoir en tant que soignant dans cette décision finale d'interruption de grossesse, et on leur a demandé de dire dans l'idéal et dans votre pratique. Donc dans l'idéal, ils pensent avoir 50%, moitié-moitié, on informe et puis ils décident. Mais en pratique, ils avouent, entre guillemets, qu'ils influent sur la décision beaucoup plus que ce qu'ils le souhaiteraient. Donc ça a été un peu un pavé dans la mare, avec le risque eugénique qui est présent pour 40% des gens qui étaient interrogés, avec un eugénisme qui est individuel. Donc il est, il est acceptable. On n'est pas sur une décision collective et publique, même s'il y a des éléments qui sont douteux. Mais les choix sont individuels en théorie, mais il y a une grosse pression médicale, culturelle, sociale qui existe. Ne pas faire les tests, notamment en prénatal, c'est être une mauvaise pré-mère. Pour notre première grossesse avec mon épouse, c'était l'époque où il n'y avait pas encore le risque combiné au premier trimestre, et donc on faisait la clarté nucléaire au premier trimestre et puis la prise de sang au deuxième trimestre. Et en fait, cette prise de sang avait beaucoup de faux positifs. On a décidé avec mon épouse de ne pas la faire, de faire que la prise de la clarté nucléaire. On s'est fait quasiment insulter par l'entourage. Comment? Mais pourquoi vous ne faites pas le test? Enfin, il existe. C'est qu'il faut le faire. Donc, on n'a pas voulu le faire. Mais la pression, on l'a ressentie très très fort. Et puis cette idée un peu de dérive normative,
je cite des grands philosophes, hein, en particulier le deuxième, parce que j'ai rencontré Sylvain après, moi j'avais passé ma thèse à lire ses écrits, donc j'étais très très impressionné le jour où il m'a contacté, très très fier. Et cette définition, le fœtus normal est un fœtus calibré moyen. Il a tout compris. Hein. Quand les gens nous demandent, le docteur, il est normal? Il est normal, il est moyen. Hein, il est échographiquement normal. Est-ce qu'il est normal? Moi, je n'en sais rien. Et donc l'anomalie, qui n'est plus un fait anatomiquement décrit, une variation individuelle définie par un écart statistique, elle devient le signe d'une différence normative suspecte, à même de contrarier le fonctionnement. Et ça, c'est vraiment typique avec l'histoire des biométries et des percentiles. La seule personne qui a compris les percentiles, c'est le papa d'un couple qui était prof de maths. Hein. Personne ne comprend les percentiles, hein. Sinon, moi, j'avoue que je ne comprends pas les percentiles. Mais dès qu'on est au 97e percentile, il y a la catastrophe. Hein, c'est la catastrophe. Hein. Et ça, c'est tous les jours, tous les jours. Alors, il y a plusieurs, on avait apporté dans la thèse plusieurs modèles qui permettent d'expliquer cette interruption médicale de grossesse. Le modèle transgressif, où la gravité de porter atteinte à la vie du nouveau-né est assumée dans des circonstances exceptionnelles. Cette gravité est moindre s'agissant d'un fœtus dont l'interruption de vie peut être inscrite dans un cadre législatif, aussi contestable soit-il. La condition néonatale n'est pas considérée comme inférieure à celle des enfants plus âgés, ça c'est un élément important. Et c'est au regard de l'extrême faiblesse probable de sa qualité de vie qu'on peut faire le féticide. Tout est question de probabilité. Sous quels éléments, de quelle probabilité on dispose pour dire à des couples que le fœtus va aller mal? C'est quoi aller mal? Le pronostic neurologique. Il y avait une discussion un jour avec un enseignant du DU de médecine pétale qui disait pour moi, quand une pathologie a 10% de mauvais pronostic, pour moi, ça justifie une interruption médicale de grossesse. Moi, je lève le doigt, je dis, mais ça veut dire qu'il y a 90% des enfants que vous avez interrompus pour cette pathologie qui seraient allés bien. Il me dit, j'avais pas vu ça comme ça. Je dis, oui, mais on peut le voir comme ça aussi. Hein. C'est une façon de le voir aussi. Et donc, on fait intervenir le principe de bienfaisance pour diminuer la pertinence du principe de non-malfaisance. L'autre modèle, c'est le modèle utilitariste, où la gravité de l'interruption de vie néonatale ou prénatale est relativisée par son alignement sur l'interruption médicale de grossesse. L'euthanasie natale est perçue comme une extension des pratiques autorisées pour le fœtus, donc là, la frontière, elle se floute. On ramène un peu la condition du nouveau-né à celle du fœtus, être humain en devenir. D'ailleurs, il y avait une diapo intéressante, où il y avait 3 mannequins, nouveau-né, prématuré et fœtus. C'est quoi les entre prématuré et fœtus? Qu'un fœtus, il n'est fœtus que quand il est dedans. C'est une différence technique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ventiler le fœtus et que nous pouvons ventiler. Et le fœtus, c'est un mannequin qui, par définition, ne peut être qu'à l'intérieur. Oui, mais ils le mettent à l'intérieur. D'accord. Le nouveau-né, donc, n'est qu'un fœtus, entre guillemets, sorti du ventre de sa mère. Et au nom du plus grand bonheur du plus grand nombre de personnes possible, on peut interrompre la vie d'un nouveau-né, d'un fœtus, son consentement n'étant pas nécessaire, puisque le statut de personne ne lui est pas attribué. Je vous rappelle que dans la summa division, les choses et les personnes, le fœtus est une chose, contrairement au chat, maintenant dans la loi française, hein, puisque l'animal domestique a un statut supérieur à celui du fœtus. Intéressant. Et puis, on a développé, nous, l'approche phénoménologique qui est, s'en tenir au phénomène, ce qui se montre, ce qui se voit, qui dit que la rencontre, l'interaction avec le visage de l'autre constitue l'événement existentiel majeur dans lequel s'enracine l'exigence éthique. Et c'est parce qu'il n'a pas ces caractéristiques que nous n'avons pas de relation empathique avec le fœtus, et donc il n'a pas, par définition phénoménologique, le même statut que le nouveau-né. Et justement, tout ça, c'est quelque part une négation de tout ce que l'imagerie fœtale est en train d'apporter, la façon dont finalement la rencontre avec le visage du fœtus, en fait, on va pouvoir la faire aujourd'hui. C'est ça dont on a beaucoup discuté, notamment avec Umberto Sileoni qui travaillait dans ce groupe de réflexion. Alors, ce qui est intéressant, je m'excuse pour la résolution qui n'est pas très bonne, c'est que dès l'arrivée de l'échographie, il y a eu tout de suite cette idée, dans les années 55-60, ces toutes premières images ici des frères Ducic en Autriche dans les années 50-60, sur l'idée de contrôle de la vie, qui était potentiellement en lien. Donc ça a été vraiment très anticipé, pas forcément développé après. Juste quelques images pour vous montrer les premiers dispositifs échographiques. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir ces ustensiles barbares, hein, où le patient était vraiment très très patient. Et puis en bas à droite, ce qui commence à ressembler plus à un échographe actuel. Donc je précise, l'échographe c'est la machine, l'échographiste c'est l'être humain qui tient la sonde de la machine.
j'avais été interviewé par un journaliste du British Medical Journal sur justement cette entrée en force des images du fœtus dans la vie de famille, finalement. Et quand vous prenez dans n'importe quel outil de bébé les albums de naissance, la première page, c'est toujours collé ici l'échographie de la grossesse. Donc c'est devenu un passage obligatoire. Et nous, on voit arriver en échographie de dépistage, on voit arriver toute la famille. La grand-mère, la belle-mère, la nana. Et ça fait du bon bain des fois, et c'est des fois embêtant. On est obligé de leur dire, écoutez, on fait l'écho. Quand on a bien fait le tour entier, on vous fera rentrer. Mais pour l'instant, on les laisse dehors. Hein. L'annonce d'une malformation avec toute la famille dedans, c'est un cauchemar. Hein. Je l'ai vu quand j'étais en formation, un cauchemar absolu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce surinvestissement en termes de rituels de passage sur l'échographie, alors que quand on regarde les données de la littérature vraiment scientifique, qu'est-ce qui est prouvé? Quelles sont les valeurs scientifiquement prouvées de l'échographie dans la grossesse? C'est premièrement savoir s'il y en a un ou s'il y en a deux. Deuxièmement, dater la grossesse. Troisièmement, vérifier que le placenta n'est pas bas. Ce sont les seuls apports scientifiquement prouvés de l'échographie pendant la grossesse. Ça relativise un petit peu quand même. Et moi, c'est un discours que j'ai souvent avec les patients, quand je vois qu'ils surinvestissent ou qu'ils posent des questions où je me dis, tiens, ils n'ont pas forcément tout compris. Je leur dis, vous savez, voilà, notre but principal aujourd'hui, c'est dater, être sûr qu'il n'y en a qu'un ou deux. Si j'ai fait ça, j'ai fait mon travail. Hein, le reste, c'est du plus, presque. Alors, je vous ai mis quelques vidéos. Ça, c'est une écho au premier trimestre de la grossesse. Donc, celle-là, moi, je l'ai fait quand les gens les demandent. D'accord, pas systématiquement. Parce qu'au premier trimestre en particulier, je ne trouve pas que ce soit très joli. On manque de résolution spatiale, donc le grain n'est pas forcément très beau, ça fait un peu décharné. Un bébé, un très grand prématuré, quand vous les regardez, ils ne sont pas très beaux, hein, je m'excuse, mais voilà, ils n'ont pas de gras sous les joues. C'est le gros bébé à terme hein, qui est un joli bébé. Non, vous le trouvez beau? Oui. Donc ça, là, on est, je pense, à 14-15 semaines, hein, donc on est vraiment entre la jonction embryo-fœtale, je dirais. Et puis, ça, c'est des images un peu plus tardives, voilà. Là, on est à 33 semaines. Il a un beau nez, des belles joues, ça ressemble plus à un bébé. C'est pareil, moi, quand je fais le 3D, je le demande toujours aux gens avant. Beaucoup de gens maintenant le demandent tout de suite. Ça, je leur dis, écoutez, on va faire la partie vraiment médicale. Si les conditions sont bonnes, on essaiera de faire le 3D après. Mais je leur explique que c'est pas une vraie image, hein, que c'est une image très travaillée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'image qu'ils reconnaissent le plus, alors que c'est l'image la plus fausse en termes de fabrication d'images. Ça aussi, c'est intéressant comme paradoxe. Et puis, on arrive aussi maintenant, je vous ai mis quelques images d'IRM. On essaie de faire de l'IRM en pseudo 3D, où on arrive aussi à essayer de dégager la morphologie, notamment de la face. La dysmorphologie fœtale, hein, c'est une science, entre guillemets, à part. On essaie de regarder le visage normal et les traits de visage particuliers dans certains syndromes. Ça aussi, c'est spécialité en soi qui questionne beaucoup. Alors le fœtus, on peut l'imager de plein de façons. Hein. Vous avez des images à gauche de scanner. Les deux images de gauche, c'est la même acquisition de scanner, mais avec deux post-traitements différents. À gauche, c'est un post-traitement, on appelle ça en mode surfacique. On voit juste la surface. Celle d'à côté, c'est vraiment en mode, on appelle ça maximum intensity projection. On va garder que les pixels les plus brillants, c'est-à-dire l'os, en pratique, pour analyser le squelette. Ça, ce sont des techniques qu'on appelle d'angioscanner, qu'on a développées dans l'étude post-mortem périnatale. Comment est-ce qu'on peut chercher la cause d'un décès périnatal en faisant intervenir l'imagerie en complément de l'autopsie. Ça, c'est de l'échographie post-mortem, et puis ça, c'est de l'IRM post-mortem. Donc, toutes les techniques d'imagerie se combinent. Et donc, comme je vous disais, ces techniques, elles sont de plus en plus perfectionnées, mais elles sont très, très travaillées. C'est tout sauf une image native, hein, c'est tout sauf la réalité. Et moi, je passe aussi beaucoup de temps à dire, vous savez, l'échographie, c'est un sonar de sous-marin. Ça n'est que ça. Très, très développé, mais ça n'est que ça. Et en particulier, la belle image 3D, cette belle image 3D ici, ce n'est que l'image de l'interface noir-blanc entre le liquide et la peau. Il n'y a pas d'autre information que ça. Donc, c'est une information qui est très parcellaire. Et on avance dans le temps, vous voyez, ça c'est par exemple une image de scanner, de micro-scanner à 12 semaines d'aménorrhée. Donc c'est aussi un domaine où l'étude du fœtus
en post-mortem notamment, nous fait avancer énormément en termes de connaissances, notamment connaissances embryologiques. Hein. Ces images-là, elles sont tout à fait originales. Il n'y a jamais eu d'autres microscanners à 12 semaines sur un embryon. Donc tout ça, ça questionne sur la relation médecin-patient dans le diagnostic prénatal, avec les deux modèles classiques de relation médecin-patient, le modèle paternaliste et le modèle autonomiste, mais sauf que là, on a 3 intervenants, même pas 4, un qu'on appelle, on va dire, la femme enceinte ou le couple. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une maternité. Alors avant, ça s'appelait les hôpitaux femme-mère-enfant. Maintenant, j'ai vu qu'il y a un hôpital, c'est couple-mère-enfant. Donc c'est vraiment l'intégration du père. C'est très bien pour les hommes. Hein, donc le couple, la femme enceinte, le fœtus, et puis le médecin, et aussi le médecin en tant que représentant quelque part aussi de la société de manière plus générale. Et donc quel compromis on peut arriver à trouver dans cette relation médecin-malade? Puisqu'on en vient des fois à identifier ce qu'on appelle les conflits maternaux-fétaux. C'est quelque chose, c'est pareil, dans le genre oxymore, comment est-ce qu'on peut avoir une relation conflictuelle entre une mère et son fœtus? Ça va à l'encontre d'une idée reçue, en tout cas que j'avais moi. Mais on se retrouve notamment aux États-Unis, avec une école très particulière en termes de droit. Je vous rappelle que Bush avait fait toute une ensemble de lois qui s'appelaient les Faith-Based Initiatives, les initiatives basées sur la foi, qui notamment se battaient pour que le mot fœtus disparaisse complètement et soit remplacé par le unborn child, d'accord, qui est beaucoup plus dur d'interrompre un unborn child qu'un fœtus. Hein. Il n'y a pas d'IMG aux États-Unis, il y a beaucoup d'États où il n'y a pas d'IVG aux États-Unis. Donc la culture n'est pas la même. Mais on a des situations de jurisprudence américaine, d'homicide fœtal involontaire, de maltraitance fœtale, de césarienne sous contrainte imposée à une mère, ou des questions sur la césarienne de convenance et l'intérêt du fœtus. On sait que dans une césarienne de convenance à 36 semaines, il y a un petit peu plus de complications respiratoires pour le nouveau-né. Et qui le dit ça? Qui défend les intérêts du fœtus dans ces situations-là? Alors, faut-il modifier la loi? C'est pas forcément la solution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la discontinuité entre fœtus et nouveau-né, elle ne peut plus aussi être marquée que ce qu'elle était avant. Hein. Et vous avez vu, les images fœtales ont eu un rôle majeur. Avant, les dames enceintes se rendaient compte qu'elles étaient enceintes vers 17-18 semaines quand elles sentaient le bébé bouger. Aujourd'hui, elles s'en rendent compte à 12 semaines en le voyant. Donc c'est beaucoup plus tôt, et c'est pas du tout le même sens qui est mis en œuvre. Donc il y a une symbolique aussi qui est très très différente. Donc on glisse vers cette réalité virtuelle. Hein. Le bébé il est là, à 12 semaines, on nous demande le sexe à 12 semaines. Donc on explique qu'on ne peut pas le dire à 100% du tout. Si par hasard on dit, bon j'ai l'impression que c'est plutôt un garçon à 80%, c'est Benoît, il sort de la salle, c'est Benoît, ça y est, hein. Dans le livre de naissance c'est Benoît. Donc l'investissement il est extrêmement précoce. Ce qui sera probablement très positif si tout se passe bien, mais si à l'écho de 22 on trouve une malformation, eh ben Benoît, ça fait 10 semaines qu'il a été investi. Donc ça questionne aussi beaucoup là-dessus sur la façon dont finalement on peut être nocif quelque part aussi dans cette création de la parentalité. L'attribution d'un statut juridique au fœtus, entre guillemets, ou qui est au rang d'être prénatal, n'est pas forcément la solution. Il y a beaucoup de pression, notamment religieuse, probablement, qui serait entremêlée là. En tout cas, que ce soit dans la loi ou même au sein du colloque singulier, il n'en reste pas moins que il y a une protection du fœtus qui doit s'adapter à la réalité et qu'on a l'impression, des praticiens de médecine fœtale aussi, d'être, à un moment donné, d'être l'avocat du fœtus et de devoir mettre dans la balance ses droits, donc les droits fœtaux, c'est compliqué. Donc, pour conclure, je crois que ce qui est important peut-être, c'est une espèce de routine qui s'est installée avec ce diagnostic prénatal, ces échographies. Et puis, quand on est dans la routine, eh bien, on ne regarde plus peut-être suffisamment avec du recul. Les échographies se sont complètement routinisées, c'est très moche. Les tests de dépistage, hein, aujourd'hui, je vous rappelle, on est au DPNI maintenant, diagnostic prénatal non invasif de trisomie 21. Ce qui veut dire que dans 5 ans, on pourra probablement faire un génome entier sur une prise de sang maternelle. Qu'est-ce qu'on va dire aux patientes quand on leur dira que leur fœtus a les mutations pour BRCA1 et 2 et qu'elle a un risque de cancer du sein? Vous les gardez, vous, un fœtus qui a un risque de cancer du sein? Je ne sais pas, moi, je pose des questions, je n'ai pas de réponse. Hein. J'ai compris quand j'ai fait ma thèse en éthique que c'est en fait l'éthique, c'est savoir poser des questions, mais pas forcément du tout y répondre. C'est ça qui est... les tests diagnostiques, et finalement, il y a une forme de routinisation aussi, des interruptions médicales de grossesse. Moi, quand j'assiste au staff, des fois, je me dis, c'est le suivant, quoi.
lui non, non, suivant, lui non, suivant. C'est très, enfin, très difficile des fois. Et puis aussi la routine des conséquences pour le couple et la société. En faisant du dépistage, je suis confronté, pas plus tard que la semaine dernière, à des découvertes de malformations en première intention, d'être le premier. J'ai eu mon premier spina bifida en dépistage la semaine dernière. Bon, alors il y a le spina, il faut le vérifier, surtout ne montre rien sur ton visage parce que maman regarde autant ta tête que l'écran, donc il faut le faire bilan complet. Qu'est-ce que je vais leur dire? Voilà, c'est la situation la plus difficile. C'est pour ça que je veux continuer à faire du dépistage et pas que faire du diagnostic où on voit les gens en deuxième intention. Et puis beaucoup, je crois, promouvoir la recherche en recentrant le couple dans la décision. C'était un peu une des conclusions de la thèse. Comment vraiment faire un choix éclairé, mais un choix éclairé entre interrompre une grossesse et garder un fœtus à haut risque de malformation. Est-ce que c'est un choix? Je sais pas. Pour moi, un choix, c'est entre deux trucs qui se valent à peu près, quoi. Là, ça ne se vaut pas. Alors, il y a eu beaucoup de travaux, notamment sur l'accompagnement palliatif néonatal. Antoine Payot avait beaucoup travaillé là-dessus. Déjà, ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, on peut proposer, il y a des dames qui le verbalisent, hein, qui demandent, mais moi, je veux pas interrompre, en fait. Je veux finir ma grossesse, je veux accoucher, je veux l'accueillir et lui dire au revoir. Et ça fait pas longtemps qu'on arrive à mettre ce genre de procédure-là. Déjà, ça, dans un choix, c'est peut-être des choix qui sont plus équivalents que, hop, on interrompt ou vous accouchez d'un enfant qui a une malformation grave. Et notamment, peut-être choisir, laisser une place au choix des couples, même dans le suivi de leur grossesse. Je vous rappelle que les 3 échographies de grossesse en France, elles n'ont jamais été obligatoires. D'accord? Elles ne le sont pas parce que, comme je vous dis, il n'y a aucun intérêt prouvé en santé publique à part la gémellité, la date et le placenta. Donc elles sont recommandées, elles sont remboursées, mais elles ne sont pas obligatoires. Ben, laissons les dames choisir. Moi, il y a une dame, je me rappelle, elle était d'origine sénégalaise et on a fait tout le suivi de grossesse, clarté, triple test, etc. Risque un peu intermédiaire, hein, sur 280, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'amnion, on ne fait pas l'amnion, on surveille, les échos tous les mois, etc. Alors, en plus, elle avait un petit ventre et un grand fémur. La maman, c'est une éthiopienne. La maman, elle avait un petit ventre et un grand fémur aussi. Et puis beaucoup de stress. Et puis je reçois quelques mois après un petit faire-part en me disant merci docteur, etc. Post-scriptum, la prochaine grossesse, je rentre en Éthiopie la faire. Foutez-moi la paix avec votre ultra-médicalisation de la grossesse. Ça doit vraiment, je pense, nous questionner aussi. Et j'en parlais à Sylvain, on a un travail de recherche qui va commencer, notamment sur les patientes bipolaires enceintes qui ont des gros problèmes des gros problèmes avec l'observance en général et notamment le suivi de leur grossesse. Et donc il y a un projet de recherche qui commence à Marseille avec un psychiatre qui s'appelle Raoul Belzo et on essaie d'y mettre un peu d'échographie, de savoir si les échographies pourraient pas aussi avoir un rôle, peut-être positif aussi. Il y a eu une étude qui avait montré que pour des dames enceintes qui voulaient arrêter de fumer, les échos 3D pouvaient avoir un rôle facilitateur. Donc peut-être qu'aussi sur ces patientes-là, donc il y a d'autres liens entre la psychiatrie et l'échographie. Et je termine par la phrase de Sylvain. La prise de conscience par les futurs parents de la complexité de l'échographie est la condition d'un véritable consentement éclairé, pas seulement bouclier juridique, mais surtout véritable négociation entre l'enfant virtuel parental et le TIF médicaux. J'ai essayé de le dire mieux, voilà, je n'y arrive pas, donc je la mets à chaque fois. Il a tout compris de ce qui se passe dans une salle d'échographie de grossesse et qu'on n'est pas là pour se mettre un bouclier pour se protéger. Voilà, je crois qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour expliquer qu'il y a beaucoup d'enjeux autres que simplement j'ai peur du procès, je ne veux pas me prendre un procès, je ne veux pas rater. Et c'est ça, je crois, le consentement à l'écho. Aujourd'hui, on doit faire signer un consentement à l'échographie à toutes les patientes. C'est obligatoire. C'est le décret de 2009. C'est de la paperasse en plus qui ne fait rien de plus que les inquiéter. Et ça n'empêche surtout pas de discuter avec elles et de leur demander si elles ont bien compris, des plus, des moins. Moi, je me sers souvent, je finis là-dessus, de la question du sexe. Ils me demandent, docteur, le sexe, vous êtes sûr? Et je leur dis non. Et même si je vois un gros ici, qui le voit très bien, je leur dis non. Et pourquoi? Et je leur dis, si je vous disais que j'étais sûr à 100%, il y a quelque chose dans ma pratique échographique que je n'aurais pas compris et qui est très grave. C'est que l'image que vous voyez, ça n'est pas la réalité. C'est une image virtuelle. Et que toute échographie s'est trompée sur plein de choses, notamment sur le sexe. Et ça permet d'entamer la discussion avec eux sur la force de cette image et les limites aussi de cette image. Voilà, merci beaucoup.